Amoco Cadiz, Erika, Prestige, ce ne sont plus là des noms propres, ce sont des évocations de cauchemars, et des cauchemars bien plus grands encore pour ceux qui vivent sur les côtes où ces pétroliers se sont échoués. Alors ces marées noires font de plus en plus réagir les opinions publiques que nous formons, et pourtant elles ne participent que pour une toute petite part à la pollution des océans. Alors cartes et schémas en main, je vous propose d'essayer de mettre de l'ordre. La mer représente 71% de la surface de la planète Terre, soit 12 fois la surface du continent africain. Les mers sont des pôles d'attraction pour l'homme, car en même temps elles fournissent de la nourriture, c'est-à-dire la protéine des poissons, et permettent des échanges. Résultat, plus de 60% de la population mondiale vit à moins de 80 km des côtes. Or, ce sont précisément les activités humaines qui contribuent aux pollutions. D'abord, jusque dans les années 70, la mer est considérée comme un milieu inhabité et pouvant absorber tous les déchets, une sorte de poubelle infinie. Et puis, la pollution touche avant tout les littoraux, car ils cumulent au moins 4 fonctions. Lieu de résidence, de loisirs, de transport et de pêche. De pêche car le milieu littoral a une fonction particulière dans le développement des poissons et donc cela influe sur la pêche en mer. Alors entrons dans le détail en étudiant les rejets et les déchets. C'est la terre qui pollue la mer, puisque ce sont les rivières qui transportent les rejets des habitants des villes, les rejets des industries, les engrais et pesticides utilisés dans l'agriculture. La présence des villes côtières accroît cette pollution puisque de très nombreuses municipalités déversent toujours leurs eaux usées sans traitement ou bien placent des décharges à proximité des côtes. Au total, la pollution due aux rejets provenant des terres représente plus de 70% de la pollution des mers, avec comme conséquence asphyxie des écosystèmes marins par le développement d'algues, mort de mammifères marins comme les dauphins ou les tortues, parce qu'ils absorbent des plastiques, des plages sales qu'il faut nettoyer, et bien tout cela ayant un impact sur la biodiversité, l'économie des États et bien sûr sur la santé humaine. En haute mer, des zones d'immersion ont été aménagées pour des déchets encombrants, notamment pour des déchets nucléaires. C'est le cas dans l'Atlantique, en mer de Barents, en mer de Kara, où l'Union soviétique avait développé de véritables cimetières de déchets et de sous-marins nucléaires. Après les déchets, le transport, puisque la mer est un vecteur pour les échanges. 40% du commerce maritime est constitué de pétrole et de produits pétroliers. Le reste, ce sont les produits finis, transportés par containers, les céréales, le charbon, les minerais. Pour le pétrole, le transport se fait avant tout du Moyen-Orient vers l'Asie du Nord, vers l'Amérique via le cap de Bonne-Espérance, vers l'Europe via Suez et la Méditerranée. Or, ce commerce est pollueur, les navires larguant en mer leurs résidus de combustion, les pétroliers nettoyant leurs cuves, ce qu'on appelle le déballastage et non pas à tort le dégazage, ou alors les pétroliers s'échouent, provoquant des marées noires. Alors qu'en est-il de l'Union européenne ? Les principaux ports pétroliers de l'Union sont Trieste, Marseille, Fos, Le Havre, Anvers, Rotterdam, qui est le deuxième port au monde, et Wilhelmshaven au nord de Hambourg. On a donc une concentration portuaire avant tout au nord de l'Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne effectue par voie maritime 75% de ses échanges commerciaux et 90% de ses échanges de pétrole, dont 70% transitent au large des côtes de la Bretagne et de la Manche par ce fameux rail d'Ouessant. Or, cette voie maritime est un véritable goulet d'étranglement. On compte 53 000 navires par an, soit une moyenne de 150 par jour. Et les pétroliers, les navires chimiques ou gaziers ne sont pas dotés d'une grande manœuvrabilité. À tel point d'ailleurs que le rail a été réaménagé le 1er mai 2003 de 3 à 2 voies. Alors ce transit intense et ce goulet expliquent en partie pourquoi ce sont surtout les régions atlantiques et de la Manche qui sont touchées par les naufrages. Torrey Canyon en 1967, Amoco Cadiz en 1978, Erika en 1999, Yevolison en 2000, Prestige 2002. Ce sont des drames très médiatisés,
mais on sait rarement que ces accidents majeurs sont en fait en diminution depuis les années 70. Et que sur l'ensemble des hydrocarbures rejetés en mer, moins de 3% est dû au naufrage. Les déballastages, les dégazages, donc, polluent 10 fois plus. Nous avons vu que 75% du commerce mondial s'effectue par bateau. C'est un mode de transport moins coûteux que les transports terrestres ou aériens. Or, il y a intensification du commerce maritime, ce qui évidemment augmente les risques de pollution pour 3 raisons. D'abord, le maintien de vieux cargos sur les mers. Sur les 40 000 cargos en circulation, on estime qu'environ 30% sont en deçà des normes de sécurité et 5 000 sont des vraies poubelles. L'Erika avait 25 ans, le Prestige 26 ans par exemple. Ensuite, cette constante augmentation du trafic pousse à faire construire des navires de plus en plus grands et de plus en plus rapides. Et évidemment, en cas d'incident, ils causeront des dégâts plus importants. Par exemple, en 1950, les tankers jaugeaient en moyenne 32 000 tonneaux. En 2001, ils en jaugent 250 000 tonneaux en moyenne. Et puis, troisièmement, cela favorise les pavillons de complaisance. Ce qui veut dire exactement l'immatriculation de navires dans des pays, il y en a 28, comme Panama, Libéria, Chypre, Bahamas, où la législation est moins contraignante et qui offre aux armateurs des avantages fiscaux et des réductions de charges sociales. Ce qui pose la triple question de la sécurité des navires en mer, de la protection des équipages et de la responsabilité de ces États vis-à-vis des navires en cas d'accident. En 2001, 78% de la flotte américaine, par exemple, est placée sous pavillon étranger. 40% des immatriculations au Panama sont en fait des navires japonais. Bien, reprenons. Donc, les déchets, les transports, maintenant, troisième source de pollution, l'exploitation offshore, notamment en mer du Nord, dans le golfe de Guinée, du Nigeria à l'Angola, dans le golfe Persique, dans le golfe du Mexique et les Caraïbes, sur la côte pacifique américaine et en Asie, en mer de Chine et de Java. La prospection est constante, elle se poursuit en ce moment en mer de Baffin, en mer de Barents, dans le golfe Persique, dans la Caspienne, le long des côtes africaines. Ce type d'exploitation en mer représente environ 30% de la production mondiale de pétrole et 20% pour le gaz. Et elle engendre aussi des pollutions par le rejet au cours de l'extraction, mais aussi par l'abandon pur et simple des derricks en mer. Voilà, vous le constatez, le tableau n'est pas bon. Je vous parlerai dans un deuxième volet des moyens qu'il faut mettre en œuvre et qui sont mis en œuvre pour lutter contre ces pollutions, mais tout de même 2 mots sur la notion de responsabilité. D'abord, il faut savoir que les responsabilités humaines sont très hautes dans les accidents. 80% de ces accidents proviennent d'erreurs humaines. Donc il faut augmenter le niveau de formation des officiers de bord et améliorer les conditions de travail déplorables des équipages sur les navires, la législation sociale n'existant pas dans ce domaine. Ensuite, on a bien compris que le transport maritime est mondialisé totalement. Les navires se déplacent partout, le propriétaire n'a pas la même nationalité que sa cargaison, ni que son affréteur, ni que son pavillon, ni que son équipage, ni que son assureur, ni que les réassureurs de l'assureur. Donc la pollution dépasse totalement les cadres nationaux et soulève évidemment le problème de la responsabilité, notamment en cas de marée noire. Qui paierait, naturellement. Alors, faut-il créer un tribunal pénal maritime doté de moyens de sanction avec la notion de crime contre l'environnement? Peut-être qu'il faut y réfléchir.